Bonjour Charles Becbédé. Bonjour, merci de Alors, m'inviter. c'est un plaisir. L'espace, c'est un nouvel Eldorado? L'espace est devenu un domaine économique normal. C'est ce que j'explique dans mon livre. Je ne sais pas si c'est un Eldorado, restons calmes, mais ce n'est pas juste la Lune, Mars et le système solaire ou les galaxies. C'est un endroit où maintenant des entrepreneurs, des acteurs économiques réalisent des chiffres d'affaires et des profits. Et il faut que l'Europe, et la France en particulier, qui est une grande nation spatiale, tienne son rang. Alors justement, on va y revenir. D'abord, peut-être revenir à l'actualité que vous inspire la probable introduction en bourse de SpaceX, valorisation de 1500 milliards d'euros. Vous Un allez peu cher. investir? Vous allez acheter des actions SpaceX? Pas tout de suite, peut-être un peu plus tard. Mais vous savez, moi j'investis Pour l'instant, beaucoup. Elon Musk si décrié soit-il, a plutôt réussi quand même Un peu tous ses paris. les opérations qu'il a lancées. Mais enfin, il avait quand même dit que il avait annoncé la voiture autonome plusieurs fois et elle n'est pas complètement autonome, sa Tesla. Mais bon, donc je ne vais pas investir tout de suite. J'investis beaucoup déjà dans le New Space et dans l'économie spatiale. Mais dans des entreprises non cotées. Et nous le faisons à travers un fonds qui s'appelle Expansion et qui permet ainsi à des investisseurs de s'exposer à cette révolution industrielle spatiale en mutualisant les risques. Comment en êtes-vous venu à investir dans ce secteur à risque, justement? Mais en fait, j'ai créé pas mal d'entreprises. Dans l'énergie, dans l'Internet, dans l'agriculture. Et plus récemment, maintenant, je crée des fonds spécialisés. Et on appelle ça la Deep Tech. Donc, j'ai contribué à cofonder un des fonds les plus actifs dans le monde sur les technologies quantiques. Ça s'appelle Quantonation. Ma seconde initiative dans la deep tech, c'est expansion dans l'aérospace et la défense. Et parce que, je vais peut-être revenir un peu en arrière, mais j'ai toujours voulu être astronaute, en fait, quand j'étais tout petit. Et bon, ça n'a pas été possible pour plein de raisons. Et quelque part, là, quand j'ai vu que ce secteur spatial se privatisait, se militarisait aussi, et qu'il y avait donc des entrepreneurs en Europe qu'il fallait accompagner pour saisir ces opportunités. Avec un camarade entrepreneur suédois, nous avons décidé de créer un fonds ensemble européen. Et nous accompagnons plus d'une vingtaine d'entreprises qui sont en pleine croissance. Donc, il s'agit d'entreprises qui fabriquent des satellites, qui développent des lanceurs spatiaux, qui veulent opérer des constellations de satellites de connectivité, par exemple. Mais ça, Charles Becbédé, ça demande, on imagine, énormément de fonds. Est-ce que les entrepreneurs privés, en tous les cas en Europe et en particulier en France, peuvent y arriver sans l'aide de l'État et même sans le regard de l'État? Vous disiez justement, la France a été longtemps une puissance spatiale. Eh bien, nous sommes en capital risque. Donc, nous investissons au tout début, lorsque ces entreprises viennent d'être créées, en amorçage, parfois même en pré-amorçage. Donc, on investit quelques millions d'euros. Puis ensuite, on va accompagner l'entreprise pour qu'elle devienne, nous l'espérons, une licorne, un champion de classe mondiale. Et donc, on peut faire déjà beaucoup avec notre fonds, il fait à peu près 140 millions d'euros. Et avec ça, on a les moyens d'aider ces entrepreneurs à grandir. Ça, c'est faire de Charles Becbédé, impulsé. Voilà, impulsé, absolument. Et ensuite, en effet, il faudra, l'État intervient et l'Union européenne intervient à travers des fonds comme la BPI, par exemple, ou le FEI, qui d'ailleurs ont investi dans notre fonds et investissent aussi en direct dans ces entreprises, mais avec toujours ce couple public-privé. Et il y a également, après, des grands donneurs d'ordre comme la DGA, comme le CNES, l'ESA, qui peuvent aussi commander des solutions qui sont développées par ces entreprises pour amorcer la pompe. C'est exactement ce qu'a fait la NASA, d'ailleurs, avec SpaceX. Ouais, alors justement, la NASA et SpaceX font que, même avant, depuis les années 70, les États-Unis ont pris une avance quand même considérable dans la conquête spatiale. Est-ce que l'Europe peut la rattraper? Est-ce qu'il y a encore, j'allais dire, de la place? Ou bien est-ce que le risque, c'est de ne pas récupérer les miettes que voudront laisser la NASA et Elon Musk?
ou Jeff Bezos? Non. Alors, effectivement, il y a eu une première phase dans l'industrie spatiale, qui est une industrie qui a démarré, disons, dans les années 50. Il y a eu la phase héroïque, un peu géostratégique, de la bataille entre l'URSS et les États-Unis. La guerre des étoiles. Et puis la guerre des étoiles. Puis ensuite, il y a eu une phase plus commerciale et industrielle, dominée par le complexe militaro-industriel et aérospatial, qui travaillait dans des grands programmes avec les grandes agences spatiales que sont l'ESA et la NASA. Et depuis 10 ans, l'ESA, c'est l'agence européenne, et la NASA, l'agence américaine. Et depuis 10 ans, on est rentré dans ce New Space, et qui est cette privatisation un peu de l'espace, parce que l'espace est devenu un domaine normal de business. Et c'est là qu'on voit ces entrepreneurs apparaître. Si on regarde les comptes de SpaceX, on voit qu'il y a quand même près d'une douzaine de milliards de chiffre d'affaires donc générés sur les activités spatiales de lancement et de constellation de connectivité, et ces activités sont rentables. Donc, et on parlait à l'instant Thomas Pesquet parlait d'observation spatiale. L'observation spatiale, c'est un marché de plusieurs milliards d'euros également. Donc déjà, sur la connectivité, sur l'observation spatiale, on parle en milliards d'euros de marché. Alors, connectivité, observation spatiale, quels sont les autres marchés aujourd'hui? Où est-ce que, pardonnez-moi l'expression, mais il y a des bonnes affaires à faire? Il y a aussi la géolocalisation, mais c'est plus un marché de niche. Il y a enfin l'industrie en microgravité. Ça, j'y crois pas mal. On a investi dans plusieurs entreprises comme Space Cargo, par exemple, ou Atmos. Et Traduction. Donc alors, c'est quoi? Au début, ça va être comme un satellite, mais qui va abriter des expériences et des manips où on va fabriquer des matériaux ou des molécules qu'on ne sait pas fabriquer sur Terre. Et donc, ou qu'on peut fabriquer de façon avec une qualité infiniment meilleure en orbite. Et ça intéresse, par exemple, ça commence à intéresser certains industriels du secteur de la pharmacie, parce que, par exemple, la molécule qui s'appelle le Keytruda, c'est un médicament très important pour soigner certains patients cancéreux, qui est fait par la société Merck. Eh bien, il a été montré dans la Station spatiale internationale que cette molécule était synthétisée avec des cristaux quasi parfaits si c'était fait en orbite, en microgravité. Et donc après, ça a un intérêt énorme, parce que si on récupère ces molécules quasi parfaites sur Terre, on peut les injecter à des patients dans des doses bien plus faibles et donc avec beaucoup moins d'effets secondaires. Donc là, je vous parle à moyen terme. Mais moyen terme, c'est-à-dire quoi? C'est d'ici 2030, ce dont je parle. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre les positions pour cette, quelque part, industrie pharmaceutique du futur en microgravité. Également, la possibilité de fabriquer des alliages métalliques qui ne sont pas possibles sur Terre à cause de notre bonne vieille gravité. Et bien, en orbite, plus de gravité, et donc on peut faire ces alliages, et ça intéresse pas mal de groupes qui commencent à regarder très précisément, par exemple, des joailliers ou des fabricants de montres qui regardent comment synthétiser ces alliages nouveaux. Mais ce qui peut apparaître comme des niches, c'est en train de s'élargir de plus en plus. Question qui fâche, Charles Becbey, Ouais. les coûts économiques, les coûts écologiques de ce genre d'opération? Alors, donc il y a des coûts écologiques au lancement, mais c'est quand même, on est en train de parler des émissions de CO2 d'une famille pendant 20 ans, donc c'est pas énorme, sauf quand même, alors évidemment quand SpaceX nous annonce qu'il va faire 60 lancements de Starship par jour, là, effectivement, ça va commencer à être gênant. Et puis ensuite, il y a le problème de l'observation astronomique. C'est-à-dire que si, là, actuellement, il y a 5 ans, il y avait 5 000 satellites en orbite. Là, il y en a 15 000. Et on va progressivement vers 60 000 satellites à la fin de la décennie. Ça va. Dans l'espace, il y a beaucoup d'espace. Ah, il y a déjà des polémiques autour de ça, sur une suroccupation de l'espace et puis des déchets spatiaux. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Ben, oui, il y a des polémiques, mais en même temps, alors on a fait un calcul simple de lycéen montre que c'est à peu près un satellite tous les cubes de 70 km de côté. Donc c'est quand même pas si dense que ça là. Et les simulations qu'on voit où on voit la Terre, une espèce de petite balle de tennis qui représente la Terre entourée de satellites sont très trompeuses. Néanmoins, il faut quand même anticiper. Il faut peut-être qu'à un moment, il faudra instaurer un quota de nombre de satellites en orbite, et notamment dans l'orbite basse. Et puis, il y a le sujet de la désorbitation de ces objets en orbite et qui se consument dans l'atmosphère, et ça peut générer des particules qui peuvent nuire contribuer au gaz à effet de serre ou nuire à la couche d'ozone.
Il y a une autre question auquel je pense qu'un entrepreneur est sensible, c'est la question de la propriété dans l'espace, puisque il y a déjà, on le voit bien aussi pour l'Arctique, dans un autre domaine, qu'il y a déjà des luttes de territoire, de pouvoir. Comment ça va Comment ça peut s'articuler? Comment ça va s'articuler? Et est-ce qu'il n'y a pas déjà des problèmes? Alors, le traité international sur l'espace de 1967 prohibe justement la prise de propriété de territoire sur un astre céleste. Et de même qu'interdit d'ailleurs les armes de destruction massive dans l'espace. Mais il y a un moyen de contourner cela. C'est ce qu'envisagent très sérieusement la Chine et les États-Unis qui vont retourner sur la Lune très rapidement. Et donc, ils pourront délimiter en fait une sorte de périmètre de sécurité en y installant des équipements, par exemple nucléaires, pour produire de l'énergie. Et à ce moment-là, ils auront tout le loisir de dire, ben voilà, cette partie de l'astre lunaire et quelque part, nous la sécurisons pour votre bien, et ça leur permet quelque part de revendiquer une sorte de propriété. Deux questions, Charles Belvédé, avant de se quitter. La première, c'est en quoi justement cette reconquête spatiale peut relancer notre secteur industriel en France? Bien, donc l'Europe, c'est à peu près 25% du PIB mondial. L'industrie spatiale européenne, ce n'est que 10%. Donc déjà, il y a un potentiel de croissance. Donc il faudrait relancer des investissements dans l'industrie spatiale, davantage, avant même d'aller dans l'espace. Ensuite, cette industrie spatiale, c'est beaucoup d'infrastructures, du hardware, c'est des usines de fusées. Ce sont des usines qui fabriquent des satellites. C'est du concret, c'est du réel. Et ça, c'est de l'industrie. Donc, l'industrie spatiale contribue à réindustrialiser nos territoires. Nous accompagnons la société Latitude qui développe un micro-lanceur à Reims et ils envisagent très prochainement de développer une usine de 15 000 m² autour de Reims. Donc c'est des emplois industriels et c'est aussi de l'exportation et qui pourront créer un nouvel excédent dans la balance commerciale, nous l'espérons. Est-ce que vous sentez que l'État est proactif sur ces questions-là, ou est-ce que, je vous pose la question à l'inverse, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir triompher de l'inertie sceptique de l'État et des jaloux? Je suis entrepreneur, donc je suis plutôt quelqu'un de positif. Donc oui, je crois. Nous avons un ministre de l'Espace, c'est Philippe Baptiste, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, je crois qu'on fait ce qu'il faut. Il faudrait, évidemment, si on pouvait avoir des finances publiques en meilleur état, on pourrait faire davantage. L'Union européenne, dans son nouveau budget 2028-2034, entend augmenter significativement les investissements dans l'espace et dans la défense. Donc, je crois qu'on peut tenir notre rang. Mais il faut aussi, pas sans arrêt courir derrière les Américains et SpaceX. Il faut peut-être aussi aller chercher dans nos centres de recherche fondamentaux des bonnes idées, des ruptures technologiques pour dépasser les Américains. New Space, l'économie à la conquête du cosmos. Vous n'êtes pas être obligé d'être d'accord, d'être convaincu, mais c'est vraiment très intéressant et ça ouvre des perspectives, des espaces de perspectives. Merci beaucoup, Charles Belvédé, et je recommande également votre interview par mon excellent confrère et homologue et collègue Sylvain Châtelain dans l'avant-dernier numéro de Planétarium, à retrouver sur le site du Figaro.